Bonjour, bonsoir et merci à tous d'être aussi nombreux pour cette session. Dans quelques instants, je vais passer la parole à Alexandra Roulet qui se situe à l'autre extrémité de cette scène et qui est économiste, bien sûr, professeure à l'INSEAD, membre du Cercle des économistes et qui, je suis sûre, va nous éclairer en quelques mots sur l'intitulé de cette session, que pour certains, c'était mon cas, vous avez peut-être trouvé à la fois intéressant et un petit peu curieux. Après tout, on est en 2026. Quelle drôle d'idée peut-être de se poser cette question-là aujourd'hui, tourner la page du XXe siècle donc, mais vous verrez que nos invités ont beaucoup de choses intéressantes à en dire sur différents sujets. Je vous les présente donc aussitôt avant de passer la parole à Alexandra. Les femmes d'abord, Daniela Schwarzer, bonsoir. Vous êtes politologue de métier. Alors vous venez de me dire en coulisses que vous veniez tout juste de changer de fonction, puisque jusqu'à présent vous étiez membre du directoire de la Fondation Bertelsmann. Vous allez beaucoup nous parler d'Europe. Vous y étiez chargé des programmes et projets sur l'avenir de l'Europe, je cite, ainsi que de la démocratie et de la cohésion. Autant de sujets qui seront, je pense, au cœur de nos discussions et sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire. Par le passé, vous avez aussi travaillé sur la question de l'élargissement de l'UE, vaste sujet, pour les gouvernements français et allemands à l'époque. Vous êtes aujourd'hui présidente élue de la RT School à Berlin. J'espère que je le prononce bien. Mads Christensen, à côté de vous, vous êtes directeur général de Greenpeace International, organisation que je ne présente pas évidemment. Vous y militez depuis 1992. Vous nous parlerez évidemment de la nécessité d'accélérer les choses en matière de transition écologique, de sortie des énergies fossiles. Vous nous parlerez IA aussi, peut-être, et plus généralement de coopération, de comment on arrive à un monde qui recoopère. David Larramendy, de ce côté, vous êtes PDG du groupe M6. Alors on parlera d'autres sujets avec vous, mais qui sont liés. Comme Nicolas de Taverneau, à qui vous avez succédé à la tête du groupe M6, vous jugez notamment que les réglementations auxquelles vos chaînes doivent se plier sont inadaptées pour beaucoup à la nouvelle donne médiatique. Vous militez pour un nouveau deal de l'industrie, dans l'industrie audiovisuelle française. Et puis je crois que vous avez quelques idées pour les futurs candidats à la présidentielle. Je dis ça, je ne dis rien, et j'enchaîne sur Dominique de Villepin, ancien Premier ministre qui est à mes côtés, que je ne présente pas, ou ancien Premier ministre, donc ancien ministre des Affaires étrangères. Vous nous parlerez, alors il y a plein de sujets, je pense, dont vous êtes capable de nous parler, liés à ceux que je viens d'évoquer, la question de la fatigue démocratique, par exemple, pour faire le lien avec le monde des médias. Plus généralement, le pouvoir de dire non, qui est votre projet, si je peux le dire ainsi. Et puis pour finir de vous présenter, vous figurez parmi la cohorte de candidats possibles à l'élection présidentielle, même si vous n'avez pas encore officialisé la chose. Vous dites « je laisse passer les plus pressés ». Vous nous direz peut-être un mot de ça tout à la fin. Le moment est donc venu de se jeter à l'eau. Alexandra, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pauline. Comme tu dis, 2026, il serait temps de tourner la page du XXe siècle. En même temps, on voit bien comment il y a une période qui s'est ouverte après la Seconde Guerre mondiale, qui a finalement enjambé le début du XXIe siècle et qui semble agoniser depuis quelques années. C'est une période qu'on pourrait caractériser comme caractérisée par ces efforts pour essayer de construire de la coordination entre pays, avec l'idée que cette coordination est source de prospérité, de sécurité, de stabilité. Et à l'inverse, aujourd'hui, on vivrait la réaffirmation tonitruante d'intérêts nationaux, le retour sur le sol européen des guerres de conquête. Et donc, finalement, tourner la page du XXe siècle, ça serait acter ce passage d'un monde coopératif à un monde non coopératif. Et McCartney, dans son discours de Davos il y a quelques mois, disait « Nous sommes à un point de rupture, ce n'est pas une transition, c'est une rupture ». Et moi, je me demande, en est-on si sûr ? Est-ce que cette période qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale et qui semble se terminer dans la fin des années 2010, est-ce que c'était vraiment une période si coopérative ? Est-ce que c'était une période si pacifique ? On sait bien que toute cette période a été truffée de guerres d'indépendance, de guerres au Moyen-Orient, de tensions géopolitiques extrêmement vives pendant la guerre froide et même de guerres sur le sol européen en Yougoslavie. On sait bien que finalement, il y avait encore dans cette période des logiques de puissance. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on avait des empires coloniaux avec toutes les logiques de domination que ça implique.
Certes, on a construit le multilatéralisme, mais on sait tous que c'était sous hégémonie américaine. On sait aussi que le Sud global, à mesure qu'il croissait démographiquement, économiquement, n'a pas été représenté à sa juste valeur. Donc finalement, les logiques de puissance, les logiques de conflit, c'est des invariants des relations internationales. Ce n'est pas totalement sûr qu'on soit entré dans une autre ère. Si on réfléchit en termes de coopération, sur un sujet sur lequel Mads Christensen, évidemment, s'exprimera bien mieux que moi, qui est le climat. C'est un des sujets sur lesquels on ne peut pas avancer sans coordination. Certes, je me réjouis que l'Europe ait réduit ses émissions. Certes, je me réjouis de l'accord de Paris en 2015. Mais force est de constater, et ça m'en coûte de le dire, que c'est négligeable par rapport à l'augmentation exponentielle des émissions en Chine et que le climat dépend des émissions totales, pas seulement des émissions dans une région du monde. Donc on n'a pas réussi véritablement à dépasser cette logique non coopérative dans le cadre du climat. Finalement, quand je regarde les décennies passées, la seule chose qui me paraît un vrai succès en termes de coopération et de maintien de la paix, c'est la construction européenne. Ça, de mon point de vue, c'était une vraie réussite et on aura l'occasion de discuter sur comment aller plus loin. Et donc, je ne suis pas complètement sûre qu'on soit à une période de rupture. Et quelqu'un qui peut peut-être nous être utile à notre réflexion, c'est l'historien Fernand Braudel. Fernand Braudel, il nous dit qu'en fait, souvent, les périodes de rupture, c'est un petit peu artificiel et que, en fait, l'histoire glisse d'une période à une autre sous le mode de la transition longue. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on met un certain temps à comprendre qu'on a transitionné. Et donc, par exemple, Donald Trump, son arrivée au pouvoir, évidemment que ça fait figure d'électrochoc. Évidemment qu'il clôt une période de libre-échange et que c'est une rupture d'un certain point de vue. Mais on est obligé de reconnaître aussi que les limites du modèle de la mondialisation préexistent à Donald Trump. Numéro 1, l'interdépendance crée des vulnérabilités en cas de choc. Pas forcément en cas de choc malveillant d'ailleurs, en cas de choc exogène aussi, comme une pandémie. Numéro 2, l'ouverture internationale n'est pas forcément synonyme de progrès démocratique ou de progrès dans les droits sociaux, comme l'a illustré le contre-modèle chinois. Numéro 3, la mondialisation, les sources de prospérité, n'est pas soutenable lorsque les gains ne profitent pas du tout à des pans entiers de la population. Ce n'est pas parce que le gâteau augmente qu'on sait compenser les perdants. Toutes ces failles du système préexistent à la rupture qu'on est en train de connaître. C'est juste qu'on a mis beaucoup de temps, même si elles nous paraissent évidentes maintenant, à en prendre la pleine mesure. Donc je pense qu'il est utile de se replacer dans le temps long. Et si on poursuit avec Fernand Braudel, ce qu'il nous apprend aussi, c'est que ce qui caractérise les différentes périodes, c'est de savoir où est le centre de gravité, quel est le secteur d'activité dominant. Donc, au XIVe siècle, c'était Venise, puis ça s'est déplacé à Anvers, puis à Amsterdam, puis Gênes d'abord, Amsterdam, à chaque fois avec des développements d'activités spécifiques. Gênes, c'était le crédit, Amsterdam, la spéculation boursière. Ensuite, on a eu Londres avec l'industrie, l'Empire britannique, et puis évidemment, le XXe siècle, les États-Unis. Et ensuite, Fernand Braudel n'était plus là pour l'analyser, mais évidemment, le réveil de l'Asie et la Chine, qui n'est plus du tout dans une logique de rattrapage, mais qui est bien évidemment leader sur le plan technologique également. Et donc moi, en tant qu'Européenne, en tant que Française, la question que je me pose, la question à laquelle j'ai envie qu'on réfléchisse collectivement dans cette session, c'est comment remettre l'Europe au centre du jeu. Est-ce qu'on peut espérer, ou pas, un essoufflement de la domination sino-américaine qui caractérise la période que l'on vit, qui n'est pas une période nouvelle, qui est une période qui a déjà commencé depuis un petit moment. Et on a la chance que Daniela Schwarzer et Dominique de Villepin vont pouvoir nous expliquer comment l'Europe peut peser dans ce nouveau monde. On peut aussi se demander si finalement on n'a pas aujourd'hui des logiques de puissance qui sont même devenues extraterritoriales quand on réfléchit au poids de certaines entreprises qui certes proviennent d'un certain pays, mais dont la puissance dépasse bien évidemment les frontières de leur pays. Et donc David Aramendi aura l'occasion de revenir sur le rôle et le poids des plateformes et des réseaux sociaux à l'heure de l'intelligence artificielle. Sans plus attendre, je leur laisse la parole. Mads Christensen.
Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Pauline, pour cette présentation. Et puis, bonne soirée à tous. Je suis ravie d'être avec vous et avec ce panel très prestigieux. Et je suis désolée, je ne peux pas faire ma contribution aujourd'hui en m'exprimant en français. J'espère que vous suivrez mon anglais. La question que l'on se pose, c'est si nous sommes vraiment sur le point de tourner la page sur le XXe siècle. J'adore cette question car ça nous montre vraiment que la tâche qui nous attend, c'est pas seulement d'arrêter tout ce qui se passe de fou autour de nous, mais de retourner vers le passé, l'âge d'or du XXe siècle. Et on reconnaît que beaucoup de la folie qui nous entoure vient de tous les ratés du XXe siècle. Donc l'avènement des gouvernements extrémistes, des partis extrémistes, les crises internationales que vit le multilatéralisme à l'heure actuelle, la crise climatique, une augmentation énorme des inégalités, le 36e conflit armé que l'on voit juste dans cette dernière année, et une économie qui sert malheureusement que trop peu d'hommes et de femmes, et pas le reste de la planète. Donc si on doit vraiment tourner la page sur le XXe siècle, nous devons tout d'abord confronter cet héritage que nous avons du XXe siècle, l'analyser, essayer de faire mieux ensemble. Donc on va essayer de parler de ça, de se résister, je dirais résister les forces qui entraînent la destruction, s'élever au travers des générations, des frontières, avec quelques combats que l'on va choisir et que l'on va mener ensemble, et faire cela afin de renouveler le monde d'une meilleure manière, un monde dans lequel la vie peut fleurir et peut retrouver sa magnifique diversité et peut s'organiser autour de biens communs partagés. Je vais me limiter aujourd'hui à suggérer 2 combats que moi j'aimerais arriver à mener, sur lesquels j'aimerais entraîner le plus possible de gens autour de moi. Le premier, c'est le fait de sortir du carburant fossile, et le deuxième, c'est d'arrêter le pouvoir des grands TIC, des grandes technologies de la communication, d'informatique. Donc, les carburants fossiles, c'est clair que nous ne pouvons pas... on est obligé de voir que le pétrole est responsable du désastre dans lequel on se trouve maintenant, et que nous, dans le monde riche, nous avons une responsabilité particulière pour essayer de trouver des solutions et de trouver les causes pour cette transition verte pour le monde qui est absolument nécessaire et indispensable. Nous savons également qu'une vraie transition doit être juste et équitable dans nos pays. Nous devons nous assurer que ce ne sont pas ceux qui sont le moins capables de gérer cette transition dans ces pays qui vont devoir payer l'addition. La bonne nouvelle, c'est que dans toute cette tragédie, il y a beaucoup de tragédies, mais ça va revenir à comment on est dans une phase de disruption, c'est évident, et nous avons une responsabilité de l'utiliser, de s'en emparer et d'utiliser les crises, les guerres autour de nous, le prix du carburant, ce qui crée des faiblesses, des fragilités dans une industrie des carburants fossiles qui est très solidifiée. Nous sommes entourés de réalité de la crise climatique tous les jours. Les chiffres de climat, de température en France, il y a eu plusieurs morts du fait de la chaleur dans ces dernières semaines en France. Au niveau européen, on parle de près de 20 000 décès entraînés par la chaleur. Dans cette tragédie, il faut y voir une opportunité, et l'opportunité, c'est de dire maintenant ça suffit, il faut qu'on fasse une transition. Mais un grand défi également qui nous attend, c'est le défi qui est posé par les grandes entreprises de technologie et l'IA. Donc, Big Tech. On voit que cette industrie qui a fait des grandes promesses dans le XXIe siècle nous utilise pour faire exactement la même chose, nous mettre à nouveau dans une situation de dépendance, la même que le pétrole nous a enfermés pendant tout le dernier siècle. Donc, on avait peur des gazoducs, maintenant on va avoir peur des data centers. On avait l'habitude de voir que c'était la pollution de notre ère et de
de notre mer qui était le sujet. Maintenant, on voit que ces data centers sont en train de consommer toute la planète et ça menace donc d'utiliser toutes les magnifiques avancées que nous avons réalisées pendant ces 2 dernières décennies sur les énergies renouvelables qui vont être absorbées complètement par ces centres de données. Ça va utiliser nos rivières, tous les minéraux que nous avons besoin pour cette transition verte, plutôt que d'être complètement avalés par ces sociétés de technologie. Et c'est toujours le même modèle d'extraction traditionnelle. Il faut maintenant qu'on le règle. Et ça va bien plus loin que simplement les menaces contre les frontières planétaires. C'est vraiment aussi une conquête de pouvoir que l'IA représente. C'est un pouvoir qui est hyper concentré, premièrement. Donc, ils vont avoir un pouvoir incontrôlé, tout à fait énorme sur l'économie mondiale. 2, et ils vont mettre en péril l'économie mondiale. Ils vont gérer l'économie mondiale. Donc voilà, en fait, on remplace les barons du pétrole par les barons de la technologie. Et l'économie ne fait pas grand-chose pour la planète et pour ceux qui sont laissés derrière. On ne peut pas demander aux entreprises technologiques de bien se comporter et d'être raisonnables. Ils réécrivent les règles du monde à leur manière. Et c'est ce que l'Europe doit jouer un rôle il doit surveiller ce qui se passe. Nous voyons la Silicon Valley qui est en train d'être complètement terrorisée par le pouvoir du muscle réglementaire de l'Europe et de nos lois. Et on voit qu'ils sont en train de repousser le plus possible les règles qui proviennent des politiciens européens. On ne peut pas leur laisser passer, on ne peut pas leur permettre de diluer les règles de l'Europe. Donc il faut gérer les crises du passé. Il faut essayer d'ouvrir aussi des frontières pour l'avenir. Donc c'est une invitation à résister, s'élever et se renouveler ensemble. Merci. Oil et Big Tech, vos 2 combats donc qu'on retiendra. Je vous passe la parole, Daniela Schwarzer. Merci beaucoup. Mats nous a rappelé dans ses premiers mots les faiblesses, même les échecs de la gouvernance mondiale du XXe siècle. Et moi, je vais prendre en partie un contrepoint parce que je souhaite nous rappeler le grand succès qu'a connu l'Europe en se construisant un ordre de paix après la Deuxième Guerre mondiale. Et à mon avis, tourner la page du XXe siècle n'est pas une bonne idée si on oublie la manière dont l'Europe a réussi à surmonter la plus grande crise du continent qu'on a connue. Alors, quelles étaient les hypothèses de l'ordre après 1945 ? C'était d'abord la sécurité par la coopération et l'intégration. Il y avait deuxièmement la prospérité par l'ouverture, à la fois au sein de l'Europe, mais aussi de l'Europe vers le monde, donc la mondialisation. Ensuite, troisième principe, la stabilité et la prévisibilité par les règles et les institutions, et par ailleurs aussi par la monnaie unique, qui a créé beaucoup plus de stabilité qu'on a connue auparavant. Est-ce que tous ces succès étaient guidés par de l'idéalisme ? Non. À mon avis, c'était surtout la réponse à une catastrophe que l'Europe a su trouver. Et pendant des décennies, ça nous a apporté de la stabilité et de la paix. Tout ça ne veut pas dire que tout a été parfait. Et je pense que Mats nous a bien expliqué d'un point de vue mondial à quel point on a construit un modèle qui aujourd'hui n'est plus soutenable. Mais je souhaite vous proposer de garder ces 3 principes en tête quand on regarde vers l'avenir. Parce qu'à mon avis, l'Europe doit savoir protéger ces 3 principes, à la fois à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi pour avoir une voix et une approche constructive aux questions de gouvernance mondiale qui effectivement se posent d'une nouvelle manière. Et donc tout ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui le monde n'a pas changé. Effectivement, le monde a énormément changé. C'est un monde où la gouvernance mondiale qu'on a connue lors du XXe siècle est presque remplacée par des rapports de force. Pas tout le système est dysfonctionnel, mais une grande partie aujourd'hui fonctionne d'une autre manière.
il y a très souvent des échecs de solutions concrètes, des problèmes d'exécution. Tout ça est aussi très vrai. Et troisième élément, et là je me pose sur ce que vous avez dit, la mondialisation a à la fois créé des richesses, mais au fond, un modèle d'inégalité et non soutenable si on regarde les limites planétaires. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, notamment en Europe, où les questions de puissance se reposent d'une nouvelle manière. Et lors d'un autre panel sur cette même scène, Jean Pisani disait il y a quelques heures, l'Europe doit apprendre la puissance. Je suis complètement d'accord avec lui. Et à mon avis, cette idée que l'Europe puisse être une puissance dans un monde où il y a beaucoup plus de conflits, de concurrence systémique et des conflits sur beaucoup de questions, y inclut les questions économiques, l'Europe doit tout d'abord s'orienter vers l'intérieur. C'est-à-dire, avec grande décision, renforcer les atouts qu'on a en Europe. On a déjà discuté aujourd'hui des capacités de recherche et d'innovation de l'Europe. À mon avis, c'est une priorité essentielle de faire ce qu'on peut pour créer des capacités d'innovation, pour mettre plus d'argent à la fois public et privé dans cette capacité d'innovation. C'est non seulement une question de compétitivité économique, mais à mon avis, c'est une question notamment quand on parle de notre souveraineté technologique et digitale, c'est une question de notre souveraineté politique, de notre démocratie et tout évidemment de notre sécurité. Sans maîtriser les technologies clés, on ne saura pas protéger notre souveraineté en matière de sécurité, démocratie et notre prospérité. Et nous avons très bien entendu, je ne vais pas répéter ce qui a été dit sur cette scène tout à l'heure, qu'on a deux très grands concurrents. On a la Chine et les États-Unis. On ne peut pas aujourd'hui leur tourner le dos, mais on peut se renforcer nous-mêmes et donc utiliser les leviers que l'Europe a bien dans ses mains pour construire un troisième pôle et pour pouvoir ensuite défendre les normes qui nous sont chères. À mon avis, il s'agit de protéger un style de vie européen ancré dans les valeurs de la démocratie, une compréhension qu'il y a une forte valeur dans la recherche et l'enseignement. Et on voit très bien au jour le jour où notre partenaire de sécurité, les États-Unis, est en train de déconstruire ces normes et d'essayer de construire un modèle qui, à mon avis, ne sera pas soutenable. Ceci est un point très important. L'Europe a l'habitude de toujours regarder ses faiblesses et est très bien à se critiquer soi-même. C'est peut-être un bon début pour une réflexion critique, ce qu'on doit faire. Mais en même temps, on doit regarder les faiblesses des autres. Et dans cette comparaison, à mon avis, l'Europe n'est pas si faible que d'autres veulent nous faire croire. Donc, investissement dans les technologies d'avenir, investissement dans l'éducation, investissement politique dans l'achèvement du marché intérieur, de l'euro, par l'union bancaire, par l'union des capitaux, et ensuite une coopération renforcée de la part des États membres en matière de défense. Tout ça, à mon avis, doit être basé sur une politique industrielle très forte et très décidément européenne. Parce qu'on ne doit pas perdre notre temps en dépensant l'argent qu'on a pour des projets parallèles sans utiliser toutes les synergies possibles. Parce que le développement qui se fait ailleurs, en Chine et aux États-Unis, est très très rapide et très inquiétant. Si on s'imagine un moment cette Europe renforcée qui pèse dans ce monde très concurrentiel et conflictuel, l'Europe a plus de chances d'aborder les sujets qui sont clés pour la gouvernance mondiale. C'est à la fois les questions du climat que Mats a déjà évoquées en détail, c'est aussi ma première priorité. La deuxième, c'est les normes numériques. Nous sommes dans une situation où même les leaders en matière de technologie nous avertissent qu'il y a des grands dangers. On doit se mettre ensemble entre Européens avec des partenaires qui
basent leur vision du futur sur les mêmes normes. Je vois le Japon, la Corée du Sud et d'autres. Après, les questions de santé, les minéraux critiques, la sécurité maritime. Tout ça sont des sujets sur lesquels l'Europe peut trouver des partenaires, non pas pour réinventer les Nations Unies, ça c'est une autre question, mais pour trouver des coalitions avec lesquelles l'Europe saura travailler ensemble pour créer des mécanismes de gouvernance, de la stabilité, de la paix et aussi pour respecter les limites de notre planète. Je vais m'arrêter là et je peux rentrer plus en détail tout à l'heure. Merci. Vous êtes pile dans les temps. Parfait. David Larramendy. Merci beaucoup. Je voudrais aborder cette question par le prisme des médias, cette bascule dans le XXIe siècle, parce que je pense qu'on va élargir ça, et notamment l'élargir aux politiques rapidement, bien au-delà de notre industrie. On peut dire que le XXe siècle a été celui des médias de masse. Ça a été la radio dans les années 30, qui a continué de se développer jusque dans les années 50, et puis la télévision, qui a démarré sa croissance dans les années 60, quasiment inarrêtée jusqu'à il y a peu. Et puis, on a basculé. Alors la date de la bascule, de l'entrée dans le XXIe siècle, on peut dater ça entre 2004 et 2014. Il y a eu quatre phénomènes qui se sont déroulés quasiment simultanément. Le premier, c'est l'invention de ceci, qui a permis d'avoir Internet partout. Deuxième élément, c'est l'arrivée des communications Internet à haut débit, notamment la 4G, qui était lancée dans les années 2010. Les premiers réseaux sociaux, à partir de 2006-2007. Et puis, évidemment, la dimension programmatique de ces réseaux sociaux et algorithmique de ces réseaux sociaux. Alors, dans l'ancien monde, dans le monde du XXe siècle, la radio, la télé, c'était des médias qui créaient des souvenirs partagés. Pour les plus âgés d'entre nous, c'est peut-être un homme qui a marché sur la Lune. Pour d'autres, c'est une victoire ou des défaites à la Coupe du Monde. Ça peut être des mariages, ça peut être des élections présidentielles. Pareil, des victoires, des défaites en fonction de chacun d'entre nous. C'est des moments qui ont été partagés en famille, qui ont été partagés entre amis, qui ont été partagés entre collègues. On le voit en ce moment d'ailleurs avec la Coupe du Monde sur nos antennes. On a basculé dans ce monde des réseaux sociaux. Alors en quoi est-ce un problème? C'est un problème, je vais vous le dire, pour notre industrie qui s'ouvre beaucoup, mais ça peut-être que vous en fichez et vous avez peut-être raison. Mais je pense que ça pose un problème démocratique absolument majeur. Alors quel est le problème? C'est que ces réseaux sociaux sont gouvernés par des algorithmes. Ces algorithmes vous poussent, vous le savez, ce qu'on appelle le biais de confirmation, à ne voir que des contenus qui vous plaisent déjà. Et alors que cet outil pourrait être une fenêtre ouverte sur le monde absolument exceptionnelle, on peut tout savoir en 3 minutes chacun d'entre vous avec votre téléphone, en fait vous ne regardez de plus en plus que des contenus avec lesquels vous êtes d'accord. Vous ne parlez plus qu'avec des gens avec lesquels vous êtes d'accord. Il y a cette sorte d'asservissement technologique. Vous pensez que vous avez le choix, mais en fait, de plus en plus souvent, vous êtes dans une logique dans laquelle vous consommez ce qu'on vous pousse. Et là où ça devient un problème démocratique, c'est que lorsque vous êtes un pays, vous avez des relations qui doivent exister au quotidien. Quand vous aviez les journaux télé, les grands-messes télé, vous aviez une information initiale commune, une information initiale produite par des journalistes, vérifiée. Alors, on les voyait chacun avec nos lunettes. Vous n'étiez pas forcément d'accord avec votre conjoint, vous n'étiez pas forcément d'accord avec vos enfants, mais vous parliez d'une matière première commune, et donc vous pouviez échanger. Aujourd'hui, entre deux personnes qui sont peut-être assises ici à côté l'une de l'autre, si vous commencez à vous informer par vos réseaux sociaux, vous n'aurez juste pas la même réalité. Je ne parle même pas ici de fake news ou de tentatives qui existent évidemment de pays d'influencer telle ou telle élection, mais simplement votre vision de la réalité n'est pas la même, vous n'allez pas voir les mêmes informations et quand vous voyez les mêmes, elles sont évidemment traitées de manière complètement différente. Et ça casse les relations humaines. Alors ça en développe d'autres, il y a des relations, disons, horizontales. On est parfois plus un enfant de 15 ans, peut-être plus proche d'un autre adolescent qui habite en Virginie ou autre. Mais une société, elle fonctionne sur une base de relations verticales et de relations horizontales. Les relations horizontales, c'est très bien et c'est formidable. Les relations verticales, en ce moment, sont en train de s'effriter
Je pense que le débat dans ce pays, comme dans d'autres pays, devient de plus en plus difficile. Et je pense que ça ne va qu'empirer avec l'intelligence artificielle qui va industrialiser ça à une vitesse absolument incroyable dont on ne mesure pas encore, je pense, l'impact. Donc, je ne suis pas forcément très positif. Ce qui est clair, c'est que, et je reprends ce qui a été dit auparavant, on a besoin d'un message politique extrêmement fort. Moi, je suis plutôt libéral de nature, mais si c'est que du libéral et si on est les seuls en Europe à faire du libéralisme, on est sûr d'être mort. Donc, on a besoin de gouvernements qui soient moins naïfs, qui voient les plateformes pour ce qu'elles sont, c'est essentiellement des prédateurs. C'est pas, bien sûr, ce sont des innovateurs, mais ce sont surtout des prédateurs. Et la France et l'Europe doivent se défendre et se défendre de manière urgente. Sinon, je pense qu'on va vers des crises démocratiques extrêmement fortes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors Dominique de Villepin, c'est à vous. Ça ne va pas être simple parce qu'il y a eu beaucoup de sujets à aborder. Je vous préviens, vous avez le même temps que les autres. En théorie, je ne sais pas si vous voulez réagir tout de suite à ce qu'a dit David Larramendi sur cette crise du commun et le rôle que pourrait ou ne pourrait pas jouer le politique là-dedans encore. Alors, crise du commun, bien sûr, c'est tout le cadre qu'on avait patiemment essayé de construire tout au long du XXe siècle qui a explosé. Ce qui m'interroge, c'est pourquoi cela a explosé si vite et si facilement. Je pense qu'il y a des lois qui se sont imposées dès le début de ce XXIe siècle, et la chronologie mériterait d'être affinée. Et la première loi qui s'est imposée et qui a tout changé, c'est la loi de la rareté. Et on la vit avec beaucoup d'anxiété en ce qui concerne le réchauffement climatique, par exemple. Mais elle est vraie aussi pour toutes les richesses de notre planète. Et cette loi de la rareté, qui est un constat que toutes les puissances sont capables de faire en même temps dans le monde, elle induit une deuxième loi, qui est la loi de la puissance. À partir du moment où les limites de la planète sont atteintes, la tentation pour les plus grandes puissances, c'est évidemment d'accaparer ce qui reste de la richesse mondiale, pour les mettre de son côté. Et la loi de la puissance, elle a conduit à un changement très profond des acteurs du monde. Il n'y a pas que le terrain de jeu qui a changé à travers la rareté, mais les acteurs ont changé, en ce qu'aujourd'hui, les grands acteurs sont tous des empires, nouveaux ou anciens empires. Et le comportement des empires, c'est comme pour les plateformes, c'est forcément un comportement de prédateur, parce que la loi de la rivalité les conduit à chercher à accumuler plus que le voisin pour sécuriser sa puissance. Et puis, il y a derrière cette loi de la puissance et des nouveaux empires, une autre loi qui s'impose de ce fait, qui est la loi d'un désordre mondial qui succède à un ordre mondial qui avait certes beaucoup souffert dans la deuxième partie du XXe siècle, mais qui avait conduit malgré tout à un ordre multilatéral. Ce désordre mondial, il s'accompagne de la contestation des règles et la façon dont la puissance américaine met en cause ces règles à travers ses interventions militaires en dépit des promesses de Donald Trump est particulièrement éclairant. Si on ajoute cette cascade de lois à une loi qui les domine toutes les autres, qui est celle de l'accélération de l'histoire, et en particulier l'accélération technologique, on voit que nous sommes désormais dans un monde sans repères et dans un monde où tout est à faire. Et c'est sans doute le message le plus important que les Européens et que la France doivent recevoir. Parce que ça déconstruit le système qui a été le nôtre, le système commun qui a été le nôtre au XXe siècle, dans les rapports entre l'État et le marché. L'État et le marché ont connu tout au long du XXe siècle deux phases. Une période où l'État a cherché à être total, ça a été les totalitarismes, le communisme, et une autre période où c'est le marché qui a cherché à être total, et notamment dans la période de l'ultralibéralisme, où on a pensé que c'est bien évidemment le marché qui allait absorber l'État. Force est de constater que le XXIe siècle marque une coupure totale dans cet ordre qui était celui du XXe siècle et que Karl Polanyi avait parfaitement analysé, constatant que quand la relation entre l'État et le marché était amenée à changer,
eh bien, il y avait nécessairement des convulsions économiques et politiques qui en étaient la résultante. Le XXIe siècle est caractérisé par une relation entre l'État et le marché totalement nouvelle, puisque pour la première fois, nous voyons une fusion de l'État et du marché. Et cette fusion, elle produit deux types de systèmes. Le système dominant qui est celui des oligarchies, qui est aussi bien chinois que russe qu'américain, où on voit le système américain se transformer quand, à travers l'affaire Anthropic, par exemple, on voit la tentation de Donald Trump d'introduire un nationalisme de l'intelligence artificielle, voire même quand on voit OpenAI prêt à accepter une prise de participation de l'État américain dans son entreprise, on voit qu'on est dans un moment où la fusion de l'État change complètement la règle du jeu. Et quand on regarde alors ce qui se passe du côté de l'Europe, la bataille qui se livre maintenant en Europe, est-ce que nous serons capables, à côté de ce système oligarchique des grandes puissances et des grands empires, de maintenir une démocratie libérale vivante? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un nouvel équilibre entre l'État et le marché. Et ça implique pour l'Europe d'abord une capacité à assainir sa situation, et là je parle d'abord en ce qui concerne la France, ça veut dire assainir nos finances publiques si on veut retrouver une crédibilité. Ça veut dire ensuite être capable de retrouver une compétitivité dans un monde de la puissance et dans un monde sans règles, donc être capable de reprendre pied dans les deux grands segments, les trois même, où la bataille se fait, la bataille de l'argent, la bataille de l'intelligence artificielle et la bataille énergétique. Nous avons des atouts importants, nous Français et nous Européens, dans ces différents domaines. Mais il y a une troisième bataille qu'il faut livrer, qui est comment réarticuler le marché avec la société, le marché avec l'État. Et on voit bien que l'Europe aujourd'hui a quelques défis à relever, et la France aussi. Il faut que nous acceptions de devenir enfin un peu protectionnistes. Il faut que nous puissions protéger notre économie. Si nous voulons défendre une capacité dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la vie économique. Deuxièmement, il faut que nous soyons capables, au-delà de cela, de mobiliser l'épargne de nos concitoyens. L'épargne européenne est considérable, 35 000 milliards d'euros. Mais cette épargne, malheureusement, elle ne s'investit pas suffisamment en Europe, elle s'investit beaucoup aux États-Unis. Comment on fait pour capter cette épargne en se dotant des moyens indispensables? Et c'est pour cela que je plaide notamment pour un grand fonds de souveraineté et de solidarité en France, mais également un Conseil de sécurité en Europe qui pourrait se donner pour objectif d'affirmer le cap de la souveraineté européenne. Donc vous voyez bien, dans tous ces domaines, la question: est-ce que nous sommes souverains? Est-ce qu'on est capable de maintenir une indépendance, nous Français et nous Européens, dans un monde qui a complètement basculé dans des logiques de puissance et de prédation? Et est-ce que nous serons encore, et le rendez-vous de 2027 pour nous Français est considérable, est-ce que nous serons encore, nous Français, une démocratie libérale en 2027? Et est-ce que nous ne risquons pas, si nous donnons le mauvais exemple, d'entraîner toute l'Europe dans la voie de cet illibéralisme qui frappe à la porte et dont nous voyons bien, tant au Royaume-Uni qu'en Allemagne et dans le reste de l'Europe, qu'il constitue pour certains la réponse à travers une alliance entre les populistes et les oligarchies, c'est-à-dire le 1% qui ferait sécession et qui trouverait là le moyen de se maintenir face à la montée en puissance des nouveaux empires qui nous menacent. Merci Dominique de Villepin. À moins que l'un de nos invités veuille réagir tout de suite, je voulais vous demander, parce que là vous avez fait un tableau général, parmi les combats qu'incarne chacun de nos invités, je pense notamment à la question de la transition écologique, de Big Oil et Big Tech, comme les a nommés ces deux combats prioritaires selon Mads Christensen, mais le combat qu'incarne aussi David Larramendi. Alors je l'ai résumé en disant pour plus de communs, mais ça concerne donc plus précisément les médias en France. La question européenne, un combat pour qu'il y ait plus de coopération d'une manière générale, et je dirais même, en ce qui vous concerne vous, que le politique retrouve du pouvoir. Qu'est-ce qui est la priorité des priorités pour vous?
La priorité d'abord, elle est politique, vous l'avez parfaitement rappelé. Elle est la primauté pour la Chine, elle est la primauté pour la Russie, elle devrait être la primauté pour l'Europe et elle est la primauté pour les États-Unis. C'est bien aujourd'hui le politique qui fixe l'horizon. Et c'est en cela que nous devons être capables d'intégrer l'ensemble de ces dimensions qui ont à la fois une dimension stratégique de préservation, c'est particulièrement vrai pour le réchauffement climatique, mais aussi d'outils majeurs dans la compétition internationale, c'est le cas des plateformes numériques, de l'intelligence artificielle ou de l'énergie. Et l'ensemble de ces combats doit être guidé par la recherche en permanence, à la fois d'un intérêt général, et en même temps des outils de puissance qui doivent nous permettre de faire face à la compétition internationale. Donc ces deux dimensions coexistent et l'État la politique doit être capable de créer un cadre de cohérence qui permet à l'ensemble de ces préoccupations, à l'ensemble de ces stratégies de se développer. Je prends un exemple qui me frappe beaucoup. On a vu à travers le dernier Choose France que un certain nombre d'hyperscaleurs avaient l'envie de s'installer en France. Oui. Et on comprend parfaitement pourquoi. On a une énergie décarbonée pas chère grâce au nucléaire. Cette énergie décarbonée, on va la mettre à la disposition d'un certain nombre de data centers qui vont répondre à des investissements étrangers. Plutôt que de privilégier notre propre capacité à créer avec les Européens nos propres data centers, ce qui veut dire que des entreprises américaines, des plateformes américaines vont pouvoir acheter avec de l'énergie pas chère en France un certain nombre d'installations qui vont leur servir pour les plateformes numériques qui vont récupérer cette énergie pour le bénéfice des entreprises américaines pour nous revendre à un prix très élevé leurs propres produits. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables dans la compétition mondiale de cranter et de valoriser nos propres capacités. Donc il est très important de se poser la question, comment cette énergie pas chère peut d'abord profiter à nos propres investissements français et européens pour constituer une puissance européenne dans le domaine de l'intelligence artificielle qui valorise nos atouts et serve en même temps notre ambition dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je ne sais pas si Mads Christensen veut réagir à ça, mais je note au passage que vous rejoignez David Larramendi, je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure, qui parlait de la naïveté des politiques vis-à-vis de ce que vous appelez les prédateurs. Vous parliez plus particulièrement Je corrige ce point-là, ça ne me paraît pas de la naïveté. Ils sont noyés, dépassés par l'urgence. Les Européens, j'allais dire dans tous les pays d'Europe, sont confrontés à des drames successifs qui fait qu'ils ne peuvent pas lever la tête de l'eau. Et ils boivent la tasse, ils boivent la tasse, ils boivent la tasse, parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils n'ont pas la vision, parce qu'ils ne sont pas suffisamment unis pour agir. Yeah, generally I agree completely. I think it is. Je suis d'accord. Je pense qu'il est clair que nous sommes tous désorientés et nous cherchons notre chemin. C'est pour ça que j'ai dit que essayons de nous concentrer sur quelques solutions, mais pas toutes. Je pense que je suis d'accord avec votre point de vue, Daniela. C'est presque une honte que l'on voit des politiciens européens avec le rapport Draghi à la main. C'est la nouvelle Bible, hein, c'est la nouvelle Bible. Alors, Rosé, voilà à quel point on est mauvais en Europe. C'est absurde d'aller dans cette narrative. Et cela veut dire que les politiciens arrivent dans l'espace mondial en regardant leurs chaussures. Alors, ils disent, oh, donc ils sont d'Europe. Vous savez, ils ont honte. Nous, on a une situation, on a tellement de choses pour nous en Europe. On a quelques-unes on a vraiment les meilleurs commerces au monde. On a beaucoup plus de potentiel que nous avions maintenant. Maintenant, ce qui n'est pas mentionné dans les grands médias, mais nous sommes vraiment au niveau de la plus grande déréglementation que l'on voit en ce qui concerne les protections médicales, le Green Deal, la déréglementation technique, c'est fait sur l'esprit Draghi qu'il faut tout simplifier, il faut être certain qu'on a de la concurrence, etc. Mais en fait, ce que l'on fait, c'est on enlève du pouvoir et de l'influence et des résultats qu'on a obtenus ensemble depuis 2-3 décennies. C'est une honte et c'est pour moi une opportunité manquée d'être devant. Je suis d'accord,
Ce qu'il faut actuellement, c'est des politiques, des leaders, la volonté d'avancer. On est d'accord que tout le monde est emporté par cette tempête, mais il faut se réorienter et il faut comprendre quels sont les points pour lesquels il faut se battre. Daniela, European question at the heart of your... Je suis d'accord avec votre analyse. Les crises du quotidien et n'arrivent pas à prendre une vue du long terme et encore pire, qui n'arrivent pas à présenter une vision positive de notre avenir. Et ça rend la situation politiquement très compliquée. Si on n'a pas de vision, si on parle de tous les risques dont on a parlé ici il y a 2 heures, il y a 3 heures sur ce même panel, il y en a plein. À mon avis, la tâche politique la plus compliquée, mais en même temps la plus importante, c'est de développer une vision qui porte notamment la jeune génération à croire que c'est un avenir à construire pour eux. À mon avis, c'est possible. C'est pour ça que j'ai dit, ne regardons pas seulement nos faiblesses, mais regardons ce qu'on a achevé. On a plein de choses qui sont... On a réussi plein de choses en Europe. On a aujourd'hui effectivement un catch-up à faire en matière de compétitivité, notamment dans le secteur de la technologie. Et ça, c'est le plus grand risque que je vois en ce moment pour notre continent, qu'on n'arrive pas à faire ça. Mais en même temps, on a plein de projets dans ce secteur qui ont beaucoup de succès. Et donc, mettons les ressources nécessaires derrière les quelques projets qu'on doit sélectionner pour faire un leapfrog, c'est-à-dire choisir les projets, les technologies pour avoir beaucoup de compétitivité par rapport aux autres, pour construire du levier, parce qu'on ne va pas être complètement indépendant, ça, c'est pas possible. Mais n'oublions pas que les autres aussi ont des dépendances et ont des faiblesses. Et si on veut gouverner ce monde ensemble, ça ne se fera pas sans reconnaître qu'on est dans le même bateau. Et ça va être plus facile pour l'Europe de créer ce monde de demain si on travaille les technologies d'avenir, aussi les questions de sécurité de l'avenir, et il y en a beaucoup qui sont dans le digital, mais aussi l'avenir de mener des guerres. Il y a vraiment des changements qui sont en train de se faire et nous sommes souvent dans les anciens modèles. Et on perd de l'argent et on perd du temps. Et donc, soyons honnêtes et très sobres dans l'analyse, mais ensuite travaillons. Parce que si on ne fait pas ça, les autres vont encore nous dépasser. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes avant que Alexandra, 5 minutes avant que Alexandra conclue nos travaux. Tu vas nous dire si finalement c'était une rupture ou une transition, où on en est de cette page à tourner. David Larramendy, peut-être un dernier mot. Est-ce que vous avez le sentiment que Dominique de Villepin a commencé à répondre à vos questions sur ces débats, l'ensemble de ces débats qu'on va avoir comme pays cette année, peut-être un peu plus difficilement que lors des dernières élections présidentielles, étant donné toutes les mutations qui sont en cours dans le milieu des médias? Je voudrais rebondir sur l'exemple que Dominique de Villepin prenait, je trouve ça très intéressant. Si on a une énergie relativement décarbonée, alors Matt sera probablement pas tout à fait d'accord avec moi, mais c'est parce qu'il y a une personne, il y a plus de 60 ans, qui a dit qu'il fallait investir dans le nucléaire. Donc l'importance du temps long en politique est absolument fondamentale, et je trouve aujourd'hui, alors il y a peut-être 1000 excuses, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut trouver un moyen d'être capable d'aborder les sujets de long terme de manière à bras-le-corps. Il faut les prendre à bras-le-corps. Il faut qu'on arrête de résoudre la crisette, ou la crise plutôt, d'hier, d'aujourd'hui, de demain, etc., sans jamais se projeter. C'est plus possible. Et en même temps, il y a un sentiment d'urgence qui fait qu'on a envie de répondre, d'avoir des réponses vite à plein de questions. Je pense qu'il est temps pour Alexandra, si tu es prête à nous proposer ta conclusion. Juste, donc, je retiens 2 choses de ce panel. D'abord, les grandes craintes en fait dans l'ordre politique, notamment pour nos démocraties, le risque politique que font peser en particulier
les logiques prédatrices de certaines entreprises devenues extrêmement puissantes dans le domaine Big Tech, Big Oil. Je note cependant que des entreprises comme ça, qui sont presque des entreprises État, on l'a connu par le passé avec la Compagnie des Indes, c'est pas des logiques totalement nouvelles, mais c'est vrai que c'est absolument important de ne pas être naïf vis-à-vis de ces comportements. La deuxième chose que je veux retenir, c'est évidemment la vision beaucoup plus positive qu'a essayé de porter Daniela Schwarzer dans ce panel, une vision positive pour l'Europe, centrée autour de l'économie de l'innovation. Donc ça va nous faire une parfaite transition avec le panel suivant qui sera introduit par Philippe Aghion. Une économie, l'union des capitaux, une coopération renforcée en matière de défense, une politique industrielle forte et européenne, des coalitions à géométrie variable pour sécuriser l'accès aux minéraux et aux matériaux critiques. Tout ça me semble être un bon programme pour l'Europe et j'aimerais terminer donc sur cette note d'espérance. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à tous les quatre d'avoir